Bienvenue sur Boîte Magique. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage où lapins, grenouilles et autres petites bêtes pas forcément inquiétantes à première vue se transforment en véritables fléaux écologiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles sont déplacées hors de leur zone d'origine, certaines espèces se multiplient de façon incontrôlée, modifient profondément les écosystèmes et menacent la biodiversité locale. On appelle cela des espèces invasives. Les États-Unis, comme beaucoup d'autres pays, sont un vaste terrain de jeu pour ce genre de drame naturel causé par l'être humain. Entre les lapins lâchés pour la chasse, les poissons introduits pour nettoyer les algues et les serpents trop grands pour être gardés en animalerie, on obtient un mélange explosif. Dans cette première partie, nous allons présenter 10 de ces espèces qui ont provoqué ou continuent de provoquer d'énormes dégâts. Nous aborderons leurs origines, les raisons de leur introduction, la manière dont elles se sont répandues et l'impact de leur présence sur l'environnement. Préparez-vous à découvrir un monde où la bonne intention initiale aboutit à une catastrophe, où la cohabitation entre espèces tourne à la guerre, et où la nature se défend tant bien que mal contre ses envahisseurs indésirables. Après, quand on veut améliorer un écosystème avec une espèce qu'on croit utile, on a souvent la mauvaise surprise de voir l'effet boomerang. Installez-vous, c'est parti pour un top 10 des espèces invasives, la seconde partie vous sera présentée ultérieurement. Les lapins. Les lapins, dans l'imaginaire collectif, sont ces adorables créatures bondissantes, à la fois douces et inoffensives. Or, ils se sont révélés capables de provoquer un véritable tsunami écologique, notamment en Australie. S'il est plus courant d'entendre parler du fléau qu'il constitue sur ce continent, il faut rappeler qu'en Amérique du Nord, certaines variétés de lapins domestiques ou sauvages déplacés dans des environnements mal préparés peuvent se multiplier à l'infini et saccager les paysages. Lorsqu'on évoque le problème des lapins, on ne peut ignorer l'Australie. En 1859, un certain Thomas Austin introduit 24 lapins près de Winchelsea, Victoria, pour s'amuser à la chasse. Au bout de seulement 7 ans, on en comptait 14 000. Puis, la population a continué son explosion exponentielle, colonisant pratiquement toute l'Australie méridionale. Le continent, dépourvu de prédateurs naturels pour ces petits mammifères, a subi de plein fouet la voracité des lapins, qui détruisent les pâturages, perturbent la régénération des forêts et minent la stabilité des sols avec leurs terriers. Aux États-Unis, les lapins ne sont pas inconnus, bien sûr, puisque de nombreuses espèces de lapins et lièvres sont indigènes. Mais on a pu observer des scénarios locaux où l'introduction hors de leur aire de répartition habituelle, par exemple dans certaines îles ou zones protégées, se transforme en cauchemar. Les lapins introduits peuvent ravager les jardins, menacer certaines plantes endémiques, et s'ils ne sont pas régulés, ils peuvent atteindre de vastes effectifs. Dans certains comtés, on organise des captures ou des campagnes de stérilisation pour éviter la prolifération. Le souci principal, leur prolifération rapide. Les lapins ont un cycle de reproduction extrêmement court, peuvent avoir plusieurs portées par an. Ils mangent en continu, et leurs préférences alimentaires se portent sur les jeunes pousses, les semis et les herbes hautes. Cette consommation excessive empêche la repousse de la végétation, érode le sol, car les racines n'ont plus la capacité de retenir l'humus, et détruit l'habitat d'espèces plus discrètes. Même les infrastructures peuvent souffrir, car leurs innombrables terriers fragilisent les routes, les talus et les digues. Conclusion, même s'ils sont mignons, les lapins peuvent se transformer en véritables bulldozers écologiques lorsqu'ils se retrouvent dans un environnement sans prédateurs, et où la végétation n'a pas coévolué avec. La carpe asiatique. La carpe asiatique regroupe plusieurs espèces, dont la carpe argentée, la carpe à grosse tête, etc. L'intention initiale semblait louable. Dans les années 1970, on les a introduites aux États-Unis, en particulier dans le sud, pour qu'elles régulent la prolifération d'algues et de plantes aquatiques dans les bassins d'aquaculture. Mais des inondations ont permis à ces poissons de s'évader vers les fleuves, comme le Mississippi. Depuis, ils s'approchent de plus en plus des grands lacs. Ces carpes sont redoutables pour plusieurs raisons. D'abord, elles se nourrissent de plancton, qu'elles filtrent à travers leurs branchies. Cela prive d'autres espèces de leur base alimentaire, perturbant toute la chaîne trophique. En outre, elles prolifèrent rapidement. Une femelle peut pondre des centaines de milliers d'œufs. Quant à la variété appelée carpe argentée, elle est connue pour sa manie de sauter hors de l'eau lorsqu'elle est effrayée par un bateau. Les vidéos de carpes bondissant en masse sont aussi spectaculaires qu'inquiétantes, puisqu'elles peuvent blesser des plaisanciers ou pêcheurs. L'attente majeure aujourd'hui est qu'elles parviennent à coloniser les grands lacs, ce qui mettrait en péril l'équilibre de l'une des plus grandes réserves d'eau douce du monde. Des barrières électriques tentent d'empêcher leur progression via certains canaux. Mais le risque demeure, car un simple contournement ou un relâchement des dispositifs suffirait à permettre leur passage. Les conséquences seraient énormes pour la pêche sportive et commerciale, ainsi que pour la biodiversité lacustre. Au final, la carpe asiatique représente un cas emblématique de l'idée « introduire un poisson pour en contrôler d'autres » qui se retourne contre l'écosystème. Souvent, on apprend à nos dépens que la nature ne se contrôle pas si facilement. La tortue à oreilles rouges, Red-eared slidée.
La Red Eared Slidée est une tortue d'eau douce originaire de la zone du Mississippi. Pourtant, elle est devenue invasive à travers le monde entier, sauf en Antarctique. Pourquoi? Parce que cette tortue est extrêmement populaire comme animal de compagnie, grâce à sa petite taille initiale, son allure adorable et des coûts d'entretien raisonnables. Le hic, que beaucoup de propriétaires se rendent compte qu'elle grandit, vit très longtemps, plusieurs dizaines d'années, et nécessite un espace important. Alors, au lieu de la confier à un refuge spécialisé, certains libèrent leur tortue dans la mare du coin ou dans la rivière voisine. Une fois relâchée, la tortue à oreilles rouges concurrence les tortues indigènes pour la nourriture, le territoire et les zones de ponte ou de repos. Elle se montre souvent plus agressive et plus résistante, ce qui lui permet de dominer rapidement. Dans certains écosystèmes fragiles, elle met en péril des espèces locales déjà menacées. On retrouve ce phénomène en Californie ou en Europe, où ces tortues ont envahi les lacs urbains. Sur le plan sanitaire, ces tortues peuvent véhiculer des bactéries comme la salmonelle ou d'autres pathogènes. En plus, si une population se développe, leur densité pose des problèmes de surpâturage d'algues ou de végétaux aquatiques, modifiant l'équilibre local. L'histoire de la tortue à oreilles rouges montre les dangers de l'impulsion d'acheter des animaux exotiques. Les gens craquent pour un bébé mignon dans l'animalerie, puis, face à la contrainte, l'abandonnent. Au final, un seul individu relâché peut participer à la prolifération de milliers de tortues si d'autres font la même chose. Des lois ont tenté de réguler la vente, par ex. Interdire la vente de tortues de moins de 10 cm de carapace, mais l'effet demeure limité. Morale, adopter un animal, c'est un engagement à long terme, et on ne devrait jamais le relâcher n'importe où. Les tourneaux sensoirs, European Starling. En 1890, un passionné nommé Eugène Schieffelin voulait introduire dans le Nouveau Monde toutes les espèces d'oiseaux mentionnées par Shakespeare. Geste poétique ou caprice. Il lâcha 60 étourneaux sansonnets à Central Park, New York. L'effet fut quasi instantané. Ils se sont reproduits, se sont répandus dans toute la ville, puis tout le continent. Aujourd'hui, on estime à plus de 200 millions d'individus la population nord-américaine, alors qu'ils n'avaient rien à y faire initialement. Les étourneaux, oiseaux grégaires, forment des vols immenses appelés murmures. Cela peut être beau à voir, mais sur le plan agricole, les pertes se chiffrent en millions de dollars. Ils picorent céréales, fruits, graines dans les champs. Ils menacent aussi les niches d'autres oiseaux, comme les pics, qu'ils délogent. Autre souci sanitaire, ils laissent des fientes en grande quantité, favorisant la propagation de maladies, histoplasmose. La seule solution connue à ce jour, la pose de nids artificiels spécifiques, le contrôle ou la régulation ponctuelle, et l'acceptation d'une cohabitation forcée. L'étourneau étant ultra adaptable, il mange tout, vit partout, il est trop tard pour une éradication totale. Ce cas illustre la naïveté de certains projets des embellissements ou de patrimoine littéraire appliqués à la nature. Le python birman, Burmese python. Dans les marais du sud de la Floride, et spécialement dans les Everglades, une nouvelle espèce règne, le python birman. Originaire d'Asie, ce serpent de grande taille, jusqu'à 5 mètres, se retrouve désormais en liberté. Les raisons? Le commerce d'animaux exotiques, conjugué à la négligence de propriétaires qui, débordés par l'ampleur de leurs pythons, ont préféré le relâcher. Dans les Everglades, on a découvert des pythons se nourrissant de ratons laveurs, d'opossums, d'oiseaux aquatiques et même de cerfs. La population de petits mammifères s'y est effondrée, selon des études scientifiques. De plus, des images circulent de pythons affrontant des alligators, parfois dans des combats de titans où l'on retrouve 2 cadavres entremêlés. Le python, excellent nageur et chasseur, peut anéantir un écosystème local en quelques années à peine. Les autorités floridiennes organisent des python hunts, où des chasseurs, parfois amateurs, partent traquer ces serpents pour recevoir une prime. Des milliers de pythons ont déjà été retirés, mais le terrain est si vaste que l'éradication semble illusoire. Les chercheurs tentent aussi d'utiliser des pythons appâts, dotés de balises pour localiser les groupes. La bataille est inégale. Les pythons birmans rappellent que la passion pour les serpents exotiques peut tourner à la catastrophe quand on ne s'en occupe plus. Le vison d'Amérique, American mink. Originaire d'Amérique du Nord, le vison était inconnu en Europe et en Asie, jusqu'à ce que l'industrie de la fourrure ne décide d'implanter des fermes partout. Au fil du temps, plusieurs spécimens se sont échappés ou ont été libérés par des activistes ou par des catastrophes naturelles, établissant des populations sauvages. On retrouve donc le vison d'Amérique en France, en Espagne, au Royaume-Uni, etc. Le vison est un carnivore opportuniste qui chasse de petits mammifères, des oiseaux d'eau, des poissons ou des crustacés. En Europe, il supplante parfois la loutre, qui commence à peine à se rétablir. Et surtout, il concurrence le vison d'Europe,
presque menacés d'extinction. Dans certaines zones humides, ils déciment les colonies d'oiseaux nicheurs, dont des espèces rares. Aux États-Unis, en revanche, le vison d'Amérique est chez lui. Mais quand on en parle comme espèce invasive, on vise surtout les individus qui se sont implantés ailleurs. Néanmoins, les élevages aux États-Unis peuvent aussi favoriser la dissémination de maladies, car des pathogènes transitent entre les fermes et la faune sauvage. L'exemple du vison rappelle l'impact de la mode et du luxe, sans considération écologique. Le kudzu, originaire de Chine et du Japon, a été importé aux États-Unis pour la première fois en 1876, lors de l'exposition du centenaire de Philadelphie, comme plante ornementale. Puis, dans les années 1930, l'USDA encouragea sa plantation pour lutter contre l'érosion des sols, en particulier dans le sud-est du pays. Son développement s'est révélé incontrôlable. Considéré comme l'une des plantes les plus envahissantes au monde, le kudzu peut croître d'environ 30 cm par jour. Sa tige rampante et grimpante recouvre arbres, poteaux électriques, maisons en formant un tapis dense de feuilles lobées. En plus d'asphyxier la végétation, le kudzu contribue à des phénomènes de pollution atmosphérique, car il libère des composés organiques volatiles favorisant l'ozone troposphérique. Chaque année, le kudzu conquiert davantage de terre, malgré diverses tentatives, pâturage de chèvres, herbicides, arrachage mécanique. Au final, il a reçu le surnom de « The Vine That Ate the South », la vigne qui a mangé le sud, tant il défigure les paysages et détruit les habitats. Un nouveau cas édifiant d'une « solution miracle » se transformant en cauchemar. La moule zébrée, Zebra mucel. La moule zébrée, originaire des bassins de la mer Caspienne et de la mer Noire, est arrivée en Amérique du Nord dans les années 1980 via les eaux de ballast des cargos. Elle s'est d'abord établie dans les Grands Lacs, avant de progresser dans d'autres voies fluviales, Saint-Laurent, Mississippi, etc. Petit mollusque de quelques centimètres, elle se multiplie à une vitesse affolante. D'un côté, la moule zébrée filtre l'eau, jusqu'à 1 litre par jour, ce qui peut clarifier la colonne d'eau. Cependant, cette filtration excessive appauvrit le plancton, ressource de base pour les poissons locaux. Les moules zébrées collent leurs coquilles sur les moules indigènes, les asphyxiant, et forment des tapis denses sur les surfaces dures, pontons, épaves, canations. Cela pose d'énormes problèmes d'infrastructure. Tuyaux bouchés, systèmes de refroidissement à l'arrêt, etc. Leur expansion a coûté des milliards de dollars en entretien. Pour réduire les risques, on recommande aux plaisanciers de nettoyer à fond leurs coques et remorques quand ils déplacent leur bateau d'un lac à l'autre. Bien sûr, le mal est déjà fait. La moule zébrée s'est implantée dans plus d'une vingtaine d'États. Le crapaud géant, cane toad. Le crapaud géant, ou cane toad, est natif d'Amérique du Sud, mais il a été introduit dans diverses régions, Australie, certaines îles du Pacifique, Floride, pour éradiquer des nuisibles comme le scarabée de la canne à sucre. Hélas, il n'a pas rempli sa mission, car les ravageurs qu'il devait manger vivaient en hauteur dans les tiges, hors de sa portée. Pendant ce temps, le crapaud géant s'est massivement reproduit, grâce à la ponte d'œufs, jusqu'à 30 000 par femelle et par saison. Le cane toad sécrète une toxine extrêmement puissante via ses glandes parotoïdes. Tout prédateur, serpent, chien, chat, crocodile, etc., qui le croque s'intoxique gravement, souvent jusqu'à la mort. Cela élimine bon nombre de prédateurs potentiels et provoque l'écroulement des chaînes alimentaires. Par ailleurs, ces crapauds mangent tout ce qu'ils peuvent avaler, y compris des invertébrés, de petits mammifères et d'autres amphibiens. En Floride, ils prennent leur aise dans les zones humides artificielles, y compris les jardins. Au bout du compte, le cane toad est l'exemple parfait d'un contrôle biologique raté. On voulait l'utiliser pour contenir un insecte, et on se retrouve avec un amphibien venimeux et ultra prolifique, qui fait plus de mal que l'insecte initial. Le nutria. Le nutria, aussi appelé ragondin, est originaire d'Amérique du Sud. Il a été introduit dans diverses régions, Europe, Asie, Amérique du Nord, pour l'élevage de fourrure ou comme animal de laboratoire. Mais, suite à des évasions ou des lâchers, il est devenu un envahisseur notable. Aux États-Unis, on le retrouve en Louisiane, au Texas, en Californie, mais aussi dans plusieurs États du Nord. Ce mammifère aquatique vit dans les marais, les lacs, les canaux. Il creuse des terriers dans les berges, en affaiblissant leur structure, et consomme de grandes quantités de plantes aquatiques ou riveraines, ce qui peut anéantir les zones humides. Ces déprédations nuisent aussi aux rizières et champs en zone inondable. Les nutrias, capables de se reproduire plusieurs fois par an, constituent ainsi des populations immenses qui détruisent l'habitat de nombreuses espèces, oiseaux, amphibiens, et favorisent l'érosion. Dans certaines régions, comme la côte ouest, on organise des chasses ou des captures pour réguler la population. Les associations écologistes soulignent que les ragondins perturbent la filtration naturelle des zones humides
essentiels pour la qualité de l'eau et le refuge de la faune. L'animal, qui peut paraître mignon avec ses grandes dents oranges, est donc un fléau quand il s'installe en masse. Nous venons de découvrir 10 espèces dont l'introduction hors de leur zone natale a engendré des catastrophes écologiques et économiques. Entre le lapin qui transforme les terres en désert, la tortue à oreilles rouges qui évince les tortues locales, ou la carpe asiatique bondisse qui menace les grands lacs, on voit un schéma commun. L'inattention ou la mauvaise évaluation de l'impact d'une espèce, mêlée à la négligence quant à leur potentiel de reproduction et agrémentée de conditions idéales, absence de prédateurs, ressources abondantes, climat favorable, se solde par une prolifération incontrôlable. Chacune de ces histoires souligne à la fois la résilience impressionnante de la nature, capable de s'adapter en s'échappant de fermes ou d'aquariums, et la fragilité des écosystèmes qui n'ont pas coévolué avec ces envahisseurs. Les solutions, piégeage, chasse, introduction de prédateurs, intervention chimique, barrières, se révèlent souvent coûteuses, peu efficaces ou à double tranchant. Il est essentiel de comprendre que, dans le cas d'invasives, l'action préventive est la plus sage. Limiter l'importation d'espèces, appliquer des quarantaines, responsabiliser les propriétaires d'animaux exotiques, ou encore tester les dispositifs avant leur libération dans la nature. Rappelez-vous, mignon ne signifie pas inoffensif. Utile dans un contexte donné peut se muer en dévastateur dans un autre. Protéger la biodiversité requiert donc vigilance et connaissance, afin d'éviter que l'histoire de ces 10 espèces ne se répète encore et encore à travers le monde. Restez connectés à Boîte Magique pour en savoir plus sur ces menaces vivantes, et comprenez pourquoi un simple geste anodin, un poisson qu'on libère, une plante décorative jugée inoffensive, peut bouleverser un continent.